Culture Soccer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Culture Soccer. J'espère que vous avez beaucoup apprécié notre couverture de la Coupe du Monde féminine en France via nos podcasts et surtout de la Gold Cup dans lesquels on avait fait un podcast quotidien. Mais on va revenir à un niveau plus local, à nos championnats, puisqu'aujourd'hui on va parler un petit peu de Major League Soccer, mais aussi de Coupe nationale et finalement peut-être mentionner des réformes CONCACAF. Avec moi pour en parler aujourd'hui, les deux autres rédacteurs en chef de Culture Soccer, Anthony de Varenne. Comment ça va, Anthony ? Ça va très bien. Très heureux de recommencer les podcasts habituels après environ un mois de pause, là, même presque 2. Donc oui, très content de revenir aux habitudes. Et nous sommes aussi avec Adi Raphaël. Comment ça va, Adi ? Ça va et toi, Antoine? Salut, Anthony. Ouais, très content aussi. Je pense que c'était magnifique, sa petite parenthèse avec les coupes internationales. Mais là, il est temps de revenir chez nous parce que il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de rebondissements. En tout cas, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Il y a un changement de garde. Il y a plein de choses qui arrivent. Puis j'ai hâte d'en parler. Ouais, on va se lancer dedans très rapidement. Et c'est vrai que c'est une MLS qui a un classement assez étrange dans ce début de saison. Avant de commencer l'émission, d'ailleurs, aussi, je viens de m'en rendre compte. Bonne fête nationale aux Français qui nous écoutent, puisque c'est le jour de la Bastille, le 14 juillet. Mais passons directement donc à la MLS. On va faire des surprises, nos déceptions aussi. Mais messieurs, je trouve personnellement, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, que à part le LAFC qui est vraiment loin devant à l'ouest, tous les autres équipes de la MLS, en fait, des deux conférences, il n'y en a aucune qui ressort vraiment. Je ne sais pas ce que tu en penses, Adi. Ouais, effectivement, en fait, c'est une lutte très serrée. Il y a un moment donné, tout le monde disait, ouais, l'Est est plus simple que l'Ouest. En fait, pas vraiment. Les deux équipes, les deux conférences sont très, 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 très serrées, à part, comme tu l'as dit, LAFC. Je suis très, très surpris par LAFC, que je voyais pas comme ça aussi bon en début de saison, mais Atuesta a vraiment fait tout le travail de milieu défensif. Je disais qu'il y avait un manque au poste de milieu défensif, mais Atuesta a été extraordinaire. Donc, Marc-Anthony Kaye a été très bon. Il y a tout le reste des équipes sont presque égales. On a peut-être quelques équipes qui sont un peu en dessous. On pense à Cincinnati et Columbus du côté à l'est, puis à l'ouest, on a plus grand monde qui est vraiment en dessous parce que même Colorado et Vancouver, c'est plus des équipes c'est facile à manœuvrer comme elles étaient au début de la saison. Oui, et même si je peux rajouter, là, il y a des équipes qui sont un peu plus larguées, là, mais il manque seulement une bonne série de victoires. Mettons, 3 victoires de suite et il se rapproche. Il y a 9 points d'écart, que ce soit à l'est ou à l'ouest, entre le dernier qualifié et le dernier au classement. Donc vraiment, là, tout peut arriver dans cette deuxième partie de saison et c'est ça qui est excitant, là. C'est clair, on a vu récemment, par exemple, Portland, emmené par Brian Fernandez, leur dernière recrue d'Argentine, reprendre un peu des couleurs et remonter petit à petit au classement, même s'il reste que 10e, ils ont des matchs en retard, ils jouent la plupart de la saison à domicile. On a vu le Sporting Kansas City hier s'imposer avant-hier, pour la première fois depuis un bail, de s'imposer avec la force et la vigueur et montrer qu'ils maîtrisaient leur match. Houston qui n'ont pas non plus dans les playoffs, Colorado qui reprend un peu des couleurs alors qu'ils ont viré Anthony Hudson il y a maintenant un mois et qu'il n'y a toujours pas de remplaçant. New England qui ont investi un petit peu, Chicago qui a battu Atlanta récemment. Messieurs, pour vous, ceux qui ne sont pas encore, ceux qui sont en dessous de la liste des playoffs, Anthony, on va commencer avec toi. Quelle équipe tu vois intégrer les séries ? À l'Est, j'ai l'impression, j'hésite vraiment entre Orlando et New England. Je crois qu'Orlando, là, j'avais fait un peu un pari fou en début de saison en disant qu'Orlando allait se qualifier ou au moins James O'Connor allait garder son poste et vraiment, là, j'ai encore espoir en Orlando. Oui, peut-être que pour vous, c'est un peu celle qui a moins de chances d'y accéder, mais vraiment, j'ai l'impression que James O'Connor construit de plus en plus son plan, vraiment son plan se concrétise et j'ai l'impression que pourquoi pas là, vers les derniers matchs de la saison, là, une petite série positive pour les aider, mais ils sont à 1 point des séries, là, donc c'est pas mauvais. Et à l'ouest, là, j'ai l'impression que j'ose espérer que le Sporting Kansas City va se ressaisir parce que des playoffs sans SKC, là, c'est un peu triste selon moi. Mais je sens qu'à l'Ouest, ça va vraiment être
ça tout a décidé en dernière journée, je suis sûr, parce que ouais, Kansas City, Portland, Colorado et Houston qui peuvent toujours, je pense, faire les playoffs. Ça va être très chaud. Adi, est-ce que tu as aussi des outsiders pour toi qui vont rejoindre les séries en fin de parcours? Ben, c'est ça qu'on disait au début du podcast, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'outsider parce que je pense qu'il y a 10 équipes dans chaque conférence qui peuvent vraiment faire les séries. Et c'est vraiment, c'est comme si tu jetais une pièce en l'air puis tu attendais de voir si c'est pile ou face. C'est vraiment très, très compliqué. On a à l'ouest Portland, Kansas City et Houston qui sont en dehors des séries maintenant. C'est 3 très bonnes équipes. Ça m'étonnerait pas qu'ils fassent les séries. Il n'y a pas vraiment de surprise en haut. C'est aussi des équipes de très bon niveau. Donc, c'est pas comme si, oui, OK, cette équipe-là est en train de faire plus fort que ce qu'elle était supposée faire. Du côté de l'Est, pardon, même chose. T'as Orlando, t'as New England, comme l'a dit Anthony, qui peuvent rentrer dans les 7. Aussi, il n'y a pas vraiment de grosses surprises en haut. Et puis après, tu as aussi Chicago. Chicago est pas très, très loin. Et puis, ils nous ont montré qu'ils sont capables de faire de très, très bons résultats. Mais bon, finalement, hier aussi, ils ont perdu à domicile face à Cincinnati. Donc, des fois, il y a des hauts et des bas pour les deux. Donc, en tout cas, c'est très excitant parce que j'aimerais bien savoir la personne qui est capable, en date d'aujourd'hui, le 14 juillet 2019, la personne qui est capable de me donner les 7 dans chacune des conférences, je lui tire mon chapeau parce que pour moi, c'est presque impossible. Oui, c'est clair. Mais pour vous, par exemple, le Philadelphia Union en première position à l'Est, et je dirais pas confortable, mais on dirait qu'il n'y a pas de perte de vitesse quand même récemment, malgré un match en plus. C'est pas une surprise. Anthony, je commence avec toi. Non, ben vraiment, là, en début de saison, je l'aurais pas prédit, mais vraiment, là, l'ajout de Ernst Tanner en tant que directeur sportif, on dirait que ça a vraiment fait du bien à Philadelphie et vraiment leur acquisition répond présent. Vraiment, là, c'est plaisant à voir parce que c'est vraiment une équipe qui se base sur ses jeunes. Vraiment, là, c'est des joueurs il y en a plusieurs de ces joueurs-là qui ont joué pour l'équipe réserve en USL, qui se sont formés au club. Donc, vraiment, là, au final, Philadelphie, vraiment, là, est en première place et grâce en partie à son académie. Donc, vraiment, là, je pense que ça donne du positif à toutes les bonnes académies de la MLS. Mais vraiment, oui, Philadelphie, là, ça joue bien. Ils se sont bien adaptés à leur système. Et vraiment, là, j'ai rien à dire. Un Jamiro Montero, là, que je connaissais pas en début de saison, là, il fait vraiment une belle saison. Sinon, ouais, Ilsinho, je pensais que ça va être un peu l'année dernière, c'est un peu sa dernière année au haut niveau. Et finalement, il répond encore très, très bien. Vraiment, non, j'ai rien à redire. Et puis le milieu avec Bedoya et Medou Janin, vraiment, non. Philadelphie, pour eux, c'est une équipe très sérieuse et qui n'a jamais rien à abandonner. Il y a eu quelques saisons plus difficiles, mais ils ont décidé de garder leur entraîneur et finalement, ça paye aujourd'hui puisque l'équipe semble habituée et vraiment, malgré quelques défaites comme hier là, face au Real Salt Lake, là, non, pour eux, c'est une équipe solide et je la vois vraiment continuer au moins dans le top 4. Là. Oui, puis la nouvelle recrue Casper Psybilko qui marque aussi pas mal, je sais pas comment on prononce son nom, mais il s'est bien imposé dans cette équipe de Philadelphie et il fera sûrement très mal. Adi, est-ce que tu penses que c'est aussi le talent de Philadelphie ou alors c'est que Atlanta, New York City FC, New York Red Bulls ou DC, voir l'impact, ont un peu laissé des points bêtement, ce qui permet à Philadelphie d'être en première position? Non, je pense qu'ils méritent leur première position. Ils ont fait de très, très bons matchs en début d'année. Par contre, il y a une chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'Union, comme l'a dit Anthony, c'est vraiment jeune. C'est vraiment très, très jeune. Et on est en train de le voir. Là, on vient de dépasser le milieu de la saison. Et Philadelphie, sur les 5 derniers matchs, ils ont 2 défaites, 2 matchs nuls et juste une seule victoire. Pourtant, il faut dire que la plupart étaient à l'extérieur, mais n'empêche, il y a eu juste un match à domicile sur ces 5 derniers matchs. Mais je suis vraiment désolé, mais faire match nul à domicile contre Orlando, perdre 4-0 contre le Real Salt Lake. Après New York City FC, si jamais il y a une équipe qui, selon moi, si jamais je peux prédire, là, mais va vraiment gagner cette conférence de l'Est, ça ne m'étonnerait pas que ce soit New York City FC qui a peut-être 5 matchs en main sur Philadelphie. Il y a 5 matchs en main sur Philadelphie.
Ouais, 5 matchs en moins, puis 7 points de retard, puis ils sont en feu. New York City FC, bon, aussi, comme j'ai dit, c'est très inconstant partout, et ça m'étonnerait pas de voir Philadelphie perdre sa première place, mais ça reste une équipe qui, selon moi, fera sans aucun doute les playoffs parce que son départ en début de saison a été très, très bon. Le reste des équipes, c'est tellement, il y a aucune qui sort du lot. On voit par exemple Atlanta qui va gagner 2 matchs de suite. Juste après, elle se mange une grosse défaite de 3-0 contre une équipe lambda. Puis c'est comme ça partout dans toute la MLS, à part LAFC qui survole tout le monde. Ouais, non, clairement. Après, moi, je vois bien Toronto tomber des séries. J'ai du mal à les voir passer parce qu'ils se basent un peu trop sur les individualités. Mais juste avant de passer à l'Ouest, vite fait, pour nos auditeurs montréalais, Adi, est-ce que tu peux nous dire un petit peu la situation de l'Impact? Et c'est parce que on les a vus vraiment surfer sur une bonne dynamique en début de saison et puis ça a l'air de se tasser lors de ces derniers matchs. Oui, effectivement. Et je pense que hier, il y avait le derby entre Montréal et Toronto à Montréal. Puis Toronto s'est imposé 2-0. L'Impact n'a pas vraiment mal fait. C'est juste le 11 de départ était assez bizarre. On oublie, on a tendance à oublier, oui, le monde va me dire, oui, c'est juste un seul joueur, mais n'empêche, quand tu as juste 2 joueurs désignés dans une équipe, quand un s'en va, tu as une grosse partie de ta production offensive qui s'en va. Donc, Piatti est toujours pas de retour. Il a joué juste 3 matchs depuis le début de l'année. 3 ou 4 matchs depuis le début de l'année, très peu sur les 22. Il revient bientôt, les rumeurs disent qu'il revient la semaine prochaine au déplacement contre Columbus. Il va falloir espérer qu'il a encore un peu de magie sous la semelle. Et aussi, l'Impact a acquis une place internationale. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait du mouvement au mercato, qu'il y ait un ajout ou 2. Ce serait, je pense, l'Impact, si jamais veut se redresser, parce que maintenant, ça va très mal. 3 défaites de suite en MLS. Ça va très mal. Toute l'avance qu'elles avaient pris en début de saison est complètement partie. Puis, il va falloir à ce moment-là se redresser la barre. Parce que l'Impact, ce qui est intéressant à l'Impact, c'est qu'il faut qu'ils profitent du fait qu'ils ont beaucoup de matchs à domicile parce qu'ils ont joué la plupart de leurs matchs à l'extérieur. Je pense qu'il leur reste exactement 4 matchs à l'extérieur, 5 matchs à l'extérieur, puis 5 matchs à l'extérieur, puis à peu près 7 ou 8 matchs à domicile. Donc, il faut vraiment profiter de ça. Et pour profiter de ça, il faut gagner les matchs à domicile. Puis les 2 derniers matchs à domicile, ils ont perdu. Donc, ouais, c'est des cartouches qu'ils sont en train de perdre. Puis il va falloir les rattraper par un peu de renfort, par le retour de Piatti, par un peu plus de cohésion, un peu plus de cohésion défensive et offensive, parce que l'Impact hier, par exemple, contre Toronto, a eu plusieurs chances de marquer, mais il n'y a personne pour la mettre au fond. Avant que Pozuelo marque son but, le premier but, l'Impact aurait pu marquer, tout comme Toronto aurait pu marquer. Ça passe à juste, en fait, un talent de finition. L'Impact n'a pas d'attaquant. Donc, c'est ça qui se passe maintenant. Je voulais juste dire, et pour ceux qui pensent qu'Adi n'est pas trop objectif, là, je le rejoins parfaitement. Là, vraiment, j'ai eu la chance de voir jouer grâce à Adi face à Portland. C'était un football très offensif. J'ai adoré ce que j'ai vu. C'était face à des Timbers assez faibles avec pratiquement la moitié de l'équipe qui venait de la Division 2. Mais vraiment, j'ai l'impression que, comme dit Adi, là, le jeu est beau, le noyau, il y a quand même un bon noyau. Il manque seulement quelques petites étincelles, je pense, que face à des meilleures équipes. Et je crois que c'est ça que les supporters montréalais veulent. Ces petites étincelles que quand Piatti n'est pas là, ben c'est assez dur à trouver, je crois. Là. C'est vrai, c'est vrai. On va passer un petit peu à l'ouest pour continuer avec cette course au titre. Donc, comme on l'a dit, LAFC survole vraiment les débats. Pour moi, la surprise, c'est un peu le LA Galaxy en deuxième position. On a parlé un petit peu de Minnesota aussi, qui sont troisième, mais pour moi, Minnesota avait fait quand même 2-3 mercatos les dernières saisons qui devaient leur permettre de revenir. Ils ont de la chance aussi que des jeunes comme Mason Toy ou Dodson s'imposent. Mais le LA Galaxy en deuxième position, personnellement, j'avoue que je ne l'avais pas vu venir parce que pour moi, c'était un peu vieillissant, parce que le mercato n'était pas excellent. Et finalement, sous Barros Schelotto, ils gèrent plutôt leur match et ils arrivent à s'imposer alors qu'ils n'avaient pas, par exemple, Antuna pendant pas mal de matchs à cause de la Gold Cup. Anthony, je prends ton avis pour commencer. Tiens, sur le LA Galaxy et sur ce dauphin du LAFC, qu'est-ce que tu penses de cette équipe depuis le début de saison et est-ce qu'elle est, par exemple, trop Ibrahimovic dépendante? Ben, c'est sûr qu'elle est un peu dépendante d'Ibrahimovic, mais qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que même si la défense n'est pas parfaite, là, 25 buts encaissés en 20 matchs, je crois que c'est déjà bien meilleur que la saison dernière. Donc, déjà là, c'est un peu positif. Sinon, là, c'est
c'est les joueurs là, autour d'Ibrahimovic que je trouve qu'ils ont quand même bien répondu. Sébastien Lletget, vraiment, j'aime sa saison. Emmanuel Boateng également, c'est sûr, on aimerait tous, je crois, à Culture Soccer qui marque un peu plus, qui passe un peu plus, mais vraiment, là, je crois que faut pas se fier aux statistiques. Selon moi, il joue très bien. Et Antunia, la même chose. Mais vraiment, là, je crois que c'est au milieu de terrain là, que qu'ils se sont améliorés là, avec des joueurs comme Joe Corona. Là, je crois que c'est vraiment bon pour leur milieu et je crois que ça fait vraiment ça relie l'attaque et la défense et je crois que c'est ça qui manquait au LA Galaxy. Et en plus, là, avec Giancarlo Gonzalez, vraiment, non, c'est bien parti et pour une fois, là, on sent que le LA Galaxy est un peu plus solide défensivement. Là. Oui, et puis en plus, bon, après, ils se sont fait, c'est un peu, on est dans le mauvais moment pour en parler, parce qu'ils se sont perdus 2 quali classico contre le Quakes en 2-3 semaines, là, mais c'est vrai que défensivement, ça va mieux, et puis offensivement, ils ont une nouvelle recrue, Alvarez, ils ont aussi l'autre Alvarez, le jeune, qui s'impose petit à petit. Adi, tu es d'accord? Est-ce que pour toi, c'est la surprise à l'Ouest, ou tu penses que Ah les oui. Ah premiers- oui, c'est pour moi, Galaxy est pas supposé être là. Au début de saison, je m'attendais pas du tout à voir le LA Galaxy là. Mais on est en train de voir, je pense qu'on est en train de prouver du côté du LA Galaxy, comme dans plusieurs autres équipes, que c'est très bien d'avoir des joueurs, mais si on n'a pas un bon entraîneur pour encadrer le tout, ben voilà ce qui arrive. Il y a de mauvaises performances, mais un bon entraîneur fait en sorte que avec les mêmes joueurs, il est capable de ramener une équipe moyenne ou pas assez bonne à de très, très hautes positions. Et puis Schelotto a été extraordinaire depuis le début de la saison. Tu as mentionné qu'il a dû faire affaire avec les absences d'Antunia. Il a eu affaire aussi à un moment donné, si je me rappelle bien, Zlatan était indisponible pendant 1 ou 2 matchs. Il a remodelé un peu sa défense en amenant les bonnes personnes. On s'entend qu'ils n'ont pas un très bon gardien avec Bingham, mais il fait la job quand même. Non, ça se passe très bien. Après, c'est dommage de les voir perdre les 2 classiques. En tout cas, les anciens, les Cali Classico, si vous voulez, c'était le derby californien avant que les FC ne viennent sur la map et ne fassent sa rentrée en MLS. Donc, ça a toujours été une grosse rivalité entre les deux, San Jose Earthquake et LA Galaxy. Et on voit, c'est la même chose chez les Earthquakes avec Almeida qui fait un travail extraordinaire, mais je suis sûr qu'on va en parler un peu plus tard. Ouais, c'est exactement ce dont j'allais parler en fait. Almeida qui aussi gère ses San Jose Earthquakes, c'est une 5e place. Alors le classement est très serré, hein, donc d'ici 2 défaites en 2 matchs ou des trucs comme ça peut bouger, mais une 5e place pour San Jose que j'aurais pas vu du tout au début, parce que je voyais moi perso San Jose avoir des bonnes tactiques sur Almeida, mais je pensais que les joueurs étaient juste pas assez bons pour faire ce que Almeida avait en tête. Mais des joueurs comme Danny Olsen par exemple se sont assez révélés dernièrement. Ils ont, comme tu as dit, gagné 2 quali classico récemment. Moi, j'ai aussi beaucoup aimé Vega dans les buts pour San Jose. Anthony, pour toi, San Jose, est-ce que c'est une équipe qui peut continuer dans la saison et atteindre rester dans la course pour les séries? Ah oui, clairement. Là, si je compte les matchs de US Open Cup, là, dans les 15 derniers matchs, ils ont seulement 3 défaites. Et vraiment, là, en début de saison, là, il était dans le fond du classement. Ils ont réussi à se relever, à être maintenant 5e. Je crois qu'ils vont rester dans les séries et même qu'ils vont avancer dans le classement. Là. Vraiment, j'ai confiance en Almeida et vraiment, qu'est-ce qui fait que San José, là, je crois que les gens commencent à douter peut-être 1 mois après le début de la compétition, mais finalement, là, ils se sont redressés et vraiment, chapeau à Adi. Je crois qu'Adi n'a jamais perdu espoir en Almeida et ça, c'est beau, Adi. C'est vrai, Merci. Adi, tu penses que quelle équipe, si San Jose monte un peu dans le classement, tu vois qui tomber en dessous de Seattle, par exemple? Bah écoute, monte dans le classement. Bah écoute, Seattle vient de passer quelques semaines un peu agitées. Ça va être difficile. Je suis toujours pas convaincu par Galaxy, même si, comme on l'a dit, ils vont vraiment bien. Ils feront les séries, mais je les vois pas rester en 2e position. J'avais mentionné en début d'année que Minnesota a été une très très bonne équipe. Là, ils sont en 3e place, donc ça se voit. San Jose est là. Ça va être juste très serré. Si San Jose monte, je pense que Seattle sera dauphin, puis je verrai Galaxy en 4e ou 5e position avec San Jose devant. Ouais, Mais si je pourrais ajouter juste 5 secondes sur le Galaxy, là, c'est vraiment, Antoine, tu en avais parlé, là, mais je crois qu'ils sont très
Ibrahimovic dépendant. Là. Il a marqué la moitié de leur but. Donc, si jamais Ibrahimovic se blesse, là, les Galaxy risquent de dégringoler un peu, surtout qu'il commence à être vieillissant. Donc, il faut faire attention à ça. Mais oui, désolé, Adi, je t'ai coupé. Non, c'est correct, c'est correct. Non, ben écoute, n'empêche, c'est ça le truc, c'est ça qu'on disait en début de podcast. C'est très, très difficile de deviner qu'est-ce qui va se passer parce que c'est extrêmement indécis cette année. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça dans aucune ligue dans le monde. J'ai jamais vu une lutte aussi serrée. En fait, est-ce que c'est parce que le niveau est monté ou est-ce que c'est parce que les équipes sont pas bonnes? Et c'est ça que j'ai du mal à répondre. Moi, j'ai comme l'impression que le niveau est monté et que c'est pas une faute, c'est pas parce que les équipes sont pas bonnes et parce que les équipes sont mal entraînées et qu'il n'y a pas de bons joueurs. Je pense que c'est vraiment tout le monde, tout le niveau. Il y a une parité dans la ligue que la ligue recherchait depuis des années. Et là, on la voit, la parité avec LAFC qui survole tout le monde. Ouais, je pense aussi qu'il y a eu des dynamiques. Tu sais, tu disais par exemple, Montréal, il y a eu beaucoup de matchs extérieurs, début de saison, Portland aussi, puis là, ils vont un peu revenir avec tous leurs matchs à domicile. On parlait de Seattle qui a eu une mauvaise passe, mais ils jouaient en l'absence, tu sais, il y avait des compétitions comme la Gold Cup ou la Copa América, ils jouaient sans Maurice, Roldan, Torres, Rui Diaz, Lodeiro, Delem, donc quand même des gros noms qui n'étaient pas là. Et je pense que, tu vois, par exemple, notre spécialiste de Dallas, Léo Willemain, est persuadé que Dallas, par exemple, va s'écrouler en fin de saison. Et ça va, ouais, je pense que sur la longueur, il y a certaines équipes qui vont un peu perdre le fil. Et quand on voit Portland dans la dynamique dans laquelle ils sont, moi je les vois absolument en playoff. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on va commencer avec Adi cette fois. Est-ce que tu vois des équipes passer en playoff plutôt sereinement qui ne sont pas encore là par rapport à. Enfin, est-ce que tu vois Real Salt Lake, par exemple, et Dallas rater les playoffs justement pour laisser la place à Portland, à Kansas ou à Houston? Ben, très sincèrement, moi, je vois Dallas dans les séries. La seule équipe sur le top 7 maintenant, on a LAFC, LA Galaxy, Minnesota, Seattle, San Jose, Real Salt Lake et FC Dallas dans le top 7. La seule équipe que je vois qui va peut-être pas faire les séries, c'est Real Salt Lake. Et il va y avoir une lutte de malade mentale entre Houston, Kansas City et Portland pour avoir cette place-là, la place de Real Salt Lake. Je pense que Dallas a ce qu'il faut pour faire les séries. C'est une équipe très, très jeune. Mais ils ont l'habitude de jouer avec une équipe jeune. Il va y avoir des renforts, bien évidemment, parce qu'ils ont de la place sur la masse salariale. Donc, non, moi, je ne serais pas. Je sais que Léo a tendance, je pense qu'il a tendance à être un peu pessimiste pour ne pas être trop déçu. Et non, je pense qu'ils vont se reprendre. Même si hier, ils ont perdu contre Minnesota, mais ils ont dominé tout le match. Ils ont dominé tout le match, puis ils ont perdu à la dernière minute, dans les 5 dernières minutes de la rencontre. Même pas. Dans le temps additionnel de la rencontre par un but de Mason Toy à Minnesota, mais Minnesota n'a presque pas vu le ballon pendant tout le match. Donc, écoute, non, c'est ça. La seule équipe que je vois sortir des playoffs, c'est Real Salt Lake. Mais je ne sais pas laquelle des trois autres va prendre la place parce que c'est ridicule. Ah, puis après, il y a encore le mercato, hein, parce que comme tu dis, Dallas, il y a plein de jeunes, qui sait, des Pomicol, des Reggie Cannon, ça peut peut-être partir. Tout comme Houston, hein, des Kyoto ou des Ellis peuvent être convoités. Et c'est vrai qu'à un ou deux départs près, ça change vraiment tout. On va parler du mercato bientôt. Juste une dernière question pour Anthony, un peu la même question que je t'ai posée à Adi. Est-ce que tu vois justement Est-ce que tu vois par exemple Portland en playoff à la place de Salt Lake ou d'autres combinaisons? Ben, le problème avec Salt Lake, c'est pour une fois, ils ont un peu leur destin en main. Mais vraiment, là, Salt Lake, on dirait ça joue en phase. Pendant un mois, ils vont super bien gérer, comme le dernier mois, une seule défaite. Mais comme durant le mois de mars, ils ont tellement mal débuté la saison. Ils ont eu, je crois, 3 ou 4 défaites de suite. Donc, vraiment, Salt Lake, c'est à voir si, pour une fois, ils vont être constants. Et s'ils continuent sur leur lancée, ça va très bien aller. Là. 3 victoires à leurs 5 derniers matchs. Mais il va falloir faire attention. Je crois que j'ai vu des rumeurs que Jefferson Savarino pourrait peut-être partir. C'est sûr, ça ferait très mal, mais en même temps, ils ont beaucoup de qualité en réserve, donc des joueurs pourraient ressortir. Mais vraiment, c'est à faire attention. Mais pour moi, le Real Salt Lake a les joueurs pour rester dans les séries. C'est sûr, ça va être une chaude lutte, mais vraiment, là, reste à voir qu'avec Portland qui joue très bien aussi, ça va être très dur. J'ai de la misère d'émettre une opinion claire parce que vraiment, j'ai l'impression que
toutes les équipes du top 10 peuvent se qualifier en série et c'est ça le plus dur mais Houston, j'ai un peu du mal parce que en début de saison, il était très, très bon, et là, on dirait que ça s'est calmé un peu. Donc, si dans le top 10, j'avais une équipe que je devrais sortir, ça serait Houston. Mais sinon, là, les 9 autres, là, je crois que tout est possible, là. Parfait, on va parler un peu mercato du coup pour enchaîner et voir si justement des équipes se sont un petit peu améliorées au niveau de leur effectif. Il vient de commencer ce mercato, même si en MLS il y a eu des signatures un peu plus tôt, mais on a vu par exemple, on va parler rapidement à chaque fois de plusieurs cas et vous me direz si vous trouvez que c'est une bonne idée ou non. On a vu Vancouver prendre Ali Adnan qui était en prêt et le signer comme joueur désigné. Pour moi, je trouve que c'est un peu, joueur désigné, c'est peut-être un peu trop pour lui, même s'il est bon, hein, mais je sais pas si, bon, on n'a pas le salaire exact encore, mais pour moi, c'est quand même un peu cher pour lui. Je sais pas ce que tu en penses, quand c'est Acadie. Ouais, ben écoute, il a été excellent au début de l'année. Oui, il y a eu cette fameuse Panenka qu'il a essayé sur un penalty, puis tout le monde s'est moqué un peu de lui parce qu'il a vraiment passé à côté. Il a raté complètement un penalty. Mais n'empêche, sur le terrain, dans le jeu, il a été mais vraiment très très bon. Faut pas oublier que Vancouver joue en 3-5-2. La plupart du temps en 3-5-2. Donc, ce qui veut dire qu'un latéral gauche comme Adnan a beaucoup de liberté offensive. Et il l'a montré, il a été très, très bon sur son côté gauche. Peut-être joueur désigné, c'est un peu trop, mais je trouve que c'est normal que les Whitecaps ont signé et ont acquis les droits de Adnan. D'après ce que je vois sur les salaires, il est très, très proche. Je pense très, très proche d'un joueur désigné. Il est à genre exactement, je pense que c'est 500 000 pour être joueur désigné, puis il est à 547 000 d'après l'association des joueurs. Donc, c'est un joueur désigné, mais pas vraiment un joueur désigné qui fait très, très cher. Il fait juste 50 000 au-dessus de ce qu'un joueur désigné, de la limite des joueurs désignés. Donc, c'est pas non plus un très, très gros salaire. C'est juste le titre de joueur désigné qui est attribué à Adnan. C'est ça. Mais non, c'est une bonne acquisition, selon moi. Allez, Anthony, tu es d'accord, plus ou moins? Oui, je suis d'accord. Vraiment, c'est un joueur que Marc Dos Santos, dès le début de la saison, a pu compter. Et vraiment, en étant un nouveau coach, vraiment un renouvellement d'effectifs, qu'un joueur répond présent, t'as pas le choix de le signer sur le long terme. Donc, je suis d'accord avec Adi, là. Ouais, il n'y a pas de souci. Mais on va parler un petit peu aussi des autres franchises canadiennes. D'un côté, Montréal, pas encore de nouveau, mais tu disais, Adi, qu'ils ont pris en effet une place d'international. Mais de l'autre côté, Toronto, eux, avaient ajouté déjà avant la Gold Cup Omar Gonzalez et ils ont pris Patrick Mullins de Columbus en échange de Jordan Hamilton. Et on parle aussi d'un retour de Jovinko apparemment, mais vu qu'ils n'ont pas de place de joueur désigné, ça m'étonnerait. Ou alors, il faudrait prendre Michael Bradley en joueur TAM. Mais Patrick Mullins pour Jordan Hamilton. Anthony, pour toi, c'est un bon deal? Ben oui, vraiment, Jordan Hamilton, là, c'était pas super. Il n'a jamais vraiment pu s'imposer à Toronto avec les grandes stars qui arrivaient en buteur, mais vraiment, là, il y a quand même 4 buts sur cette saison, donc c'est pas mauvais et je comprends pas, tandis que Mullins en a aucun, donc je comprends pas, j'ai pas trop compris le transfert, mais je pense que c'est des joueurs équivalents, mais d'habitude, quand une équipe a un joueur qui a été formé à son académie, là, t'aimes mieux garder ton joueur d'académie s'il y a un niveau équivalent, mais bon, il doit avoir un plan en tête, là, mais vraiment, ce transfert va pas passer à l'histoire, là. Ouais, toi, Adi, tu penses que c'est peut-être aussi une chance pour Hamilton pour se faire un peu de minutes? Ouais, je pense que c'est surtout ça. Hamilton, c'est quand même un bon joueur, puis il n'avait pas vraiment de place à Toronto. Il n'a jamais vraiment percé à Toronto. Puis des fois, ça fait du bien pour un joueur qui est trop habitué, un peu dans son confort, dans sa ville natale, d'aller voir ailleurs, voir ce qu'il est capable de donner. D'un autre côté, j'essayais de voir si c'était un côté de salaire. Finalement, Mullins est payé plus cher que Hamilton, à peu près 100 000 $. Donc, si jamais c'était pour libérer de l'espace à Jovinko, c'est pas ce trade-là, parce que là, ils mettent 100 000 $ de plus dans la masse salariale. Donc, j'ai pas trop compris non plus du côté de Toronto. Oui, et si je peux rajouter juste une petite chose, Jordan Hamilton était à sa meilleure saison avec 4 buts et on est seulement à la mi-saison, donc reste à voir la deuxième moitié, mais vraiment, là, je pense que le joueur peut s'affirmer comme un bon buteur remplaçant à MLS cette saison-là.
Ouais, c'est clair, je suis d'accord. Et on va parler aussi un petit peu le gros coup, en tout cas la grosse somme dépensée en ce moment, ça a été les New England Revolution qui sont allés prendre Gustave Bou, je suis sûr que je le prononce mal, Gustavo Bou, à la Liga MX pour entre 6 et 7 millions de dollars apparemment. Un gros transfert pour un joueur désigné New England qui a rarement eu des bons coups sur leur joueur désigné et sur leur gros transfert en fait en général. Mais c'est peut-être aussi une façon pour Bruce Arena qui vient d'arriver de dire qu'il va tout changer et que ça va plus être du Brad Friedel. Anthony, pour toi, est-ce que les Revs peuvent remonter la pente avec un joueur comme Gustavo Bou? Mais moi, j'aurais été New England. Je sais pas si j'aurais acheté un buteur parce qu'ils ont quand même beaucoup, beaucoup de joueurs offensifs. Là. Je pense à Bunbury, Penilla, à Agudelo, Caicedo, Fagundes, même Carles Gil qui est un petit peu plus offensif. Mais c'est sûr que c'est un bon joueur. Mais vraiment, j'ai l'impression que peut-être l'équipe va être un peu trop débalancée. Si j'aurais investi, moi, si j'avais investi, je serais allé avec un défenseur, mais vraiment, on peut pas cracher sur Gustavo Bou. Là. C'est un bon joueur et il risque de faire du bien aux Revs. Là. Ouais, tu es d'accord, Adi? Bah écoute, je connais pas le joueur, je vais être très honnête. Il a de bonnes stats. Je suis pas quelqu'un qui aime juger quelqu'un sur des stats. Je l'ai jamais vu jouer comme il faut. Mais d'un autre côté, bon, écoute, si jamais ça peut donner un coup de fouet à New England, parce qu'on a toujours dit que New England, le problème, c'est qu'ils ont jamais vraiment dépensé. Et en fait, c'est la première fois qu'ils dépensent autant. Les rumeurs disent à peu près une dizaine à une quinzaine de millions, ce qui est quand même énorme. Surtout pour un club qui ne dépense pas d'habitude. Donc voilà, c'est intéressant. On est en train de prouver à New England qu'il y a de l'argent à dépenser. Donc ça peut être un projet intéressant pour le futur. Et puis ça peut donner de belles choses aussi dès cette année. Ouais, je suis d'accord, mais je crois que j'ai vu 6-7 millions, mais c'est sûr qu'à côté de Till Bunbury, je suis sûr qu'il peut faire de bonnes choses. On va passer aussi après à Eloy Room, qui est arrivé de Columbus. On le mentionne rapidement parce que ça nous fait plaisir. Si vous avez suivi la Gold Cup, il a été excellent dans cette compétition et on est très content en Culture Soccer de le voir arriver à Columbus, sûrement pour remplacer un peu Stéphane qui part à Manchester City, enfin en prêt à Augsbourg d'abord. Adi, un choix logique pour Columbus et tu penses qu'il a les rênes pour porter le club en MLS? Oui. Je pense que oui. Je pense qu'il est. Quand tu es passé, même si tu étais deuxième gardien au PSV à Eindhoven, ça veut dire que tu as du talent. Puis je suis désolé, mais Joe Bendik, moi, c'est un gardien que je trouve peut-être bon en tant que deuxième, voire troisième gardien, mais vraiment pas un titulaire en MLS. Il est plus du calibre des titulaires en MLS. Puis on l'a vu hier, ils ont perdu 1-0 contre Orlando. Puis bon, Bendik n'a pas été très rassurant, bon, même si je pense pas qu'il est 100% fautif sur le but. Mais bon, bref, non, c'est une bonne chose pour Columbus. Ouais, je suis d'accord. Anthony, toi aussi, tu penses qu'il peut prendre la place titulaire à Bendik? Ah oui, assurément. Et même, j'irais même sur la Gold Cup, qu'est-ce qu'on a vu? Si je me fie à la Gold Cup, parce que je dois avouer que Room, je l'avais pas vraiment vu dans le passé, mais si je me fie à la Gold Cup, là, Room, il se rapproche plus du niveau de Stephen que de Bendik. Et ça, je pense que c'est rassurant. Et vraiment, là, je crois qu'avec un Eller Room, le crew risque pas de s'ennuyer de Stephen bien longtemps parce que vraiment, là, j'ai l'impression que c'est pratiquement du niveau équivalent. Là, et contrairement à Stephen, qu'est-ce que j'ai vu de Room? Il est moins porté à faire des petites erreurs de concentration là, que parfois Stephen faisait. Donc, non, j'ai bien hâte et j'ai hâte de voir si, lorsqu'il va enchaîner les matchs, si ça va rester ainsi, parce que c'était quand même un gardien suppléant. Donc, non, j'ai hâte de voir et je suis assez optimiste dans son cas. Là. Complètement d'accord avec toi. Et on va passer pour finir cette fenêtre mercato MLS aux deux clubs de Los Angeles en Californie. D'un côté, il y a le LAFC qui a vendu André Horta au Portugal. Ça a été un peu un raté au niveau joueur désigné, mais du coup, ils ont une position de joueur désigné ouverte. Mais c'est vrai qu'Horta, ils ont rarement fait les erreurs à LAFC, mais celle-là était assez grosse et il n'a vraiment pas fait grand-chose lors de son séjour en Californie. Et de l'autre côté, on a le LA Galaxy qui est en pourparlers pour essayer d'acquérir Pavone, hein, le génie le bijou j'ai envie de dire Boca Juniors, parce que j'ai très peur de faire une bêtise, mais ouais, je crois qu'il est Boca. Ouais, c'est ça. Christian Pavone, là, qui était pisté par Arsenal, qui apparemment valait 30 millions, et apparemment, le LA Galaxy serait en train de gérer un achat vers 12 millions
Mais le problème, c'est la position de joueurs désignés, puisqu'ils ont déjà 3 joueurs désignés. Est-ce qu'on va avoir un autre gros problème comme il avait l'année dernière avec Giovanni Dos Santos? C'est à voir, mais apparemment, Romain Alessandrini pourrait être soit descendre son salaire, soit être poussé vers la sortie. Pavone et Horta, Adi, est-ce que les deux sont des beaux coups, vendre Horta pour les LAFC et acheter Pavone pour le Galaxy? Bah écoute, Horta, c'est bien qu'ils se sont débarrassés de Horta parce que, comme tu l'as dit, c'était un flop total. Puis je comprenais pas qu'est-ce qu'il faisait encore là. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une lutte pour les deux, LA pour Pavone? Moi, ça m'étonnerait vraiment pas parce que LAFC a les moyens puis a une place de joueur désigné, tandis que le Galaxy a peut-être les moyens, mais sauf que je sais pas comment ils vont faire. Ou bien ils vont devoir se débarrasser d'Alessandrini qui est très blessé, très souvent blessé ces derniers temps. Non, écoute, ce serait une excellente recrue. Christian Pavone, comme tu l'as dit, il est à Boca Juniors, il a juste 23 ans. Il peut jouer, il est plus ailier droit, mais il est capable de jouer en attaque aussi. Puis c'est un buteur, il marque souvent, il est très, très intéressant. Après, est-ce que ça va être un flop un simili-flop comme Pity Martinez à Atlanta, ou est-ce que ça va être quelqu'un qui va exploser en MLS comme Almiron l'année passée, les années auparavant? Ça, on le saura pas avant que le transfert soit fait. Mais je pense que les deux sont... LAFC est en très bonne position pour accueillir un nouveau joueur désigné. On avait parlé de De Rossi, mais De Rossi finalement viendra pas parce qu'il a pris sa retraite. Donc on verra c'est qui. Mais je suis sûr que LAFC va pas laisser une place de joueur désigné comme ça vide, c'est sûr. Ouais, et Pavone qui pourrait venir sûrement, j'imagine, avec les relations avec Barros Schelotto qui l'a entraîné un petit peu. Je pense qu'il y a des connexions là-dedans. Anthony, tu es d'accord avec toutes ces acquisitions du Galaxy et du LAFC? Ouais, pour moi, le Galaxy, s'ils réussissent à avoir une place de joueur désigné, je crois que Pavone, ça serait parfait au Galaxy. Je crois que ça l'aiderait un peu la Ibrahimovic dépendance du Galaxy. Et surtout, je crois que le joueur aurait beaucoup plus d'impact avec le Galaxy, puisque LAFC, là, en termes d'éléments offensifs, là, je crois qu'ils sont déjà très bien. Tandis que le Galaxy, là, excepté Ibrahimovic, c'est bon, mais il n'y a aucun joueur vedette à part Alexandrini qui est blessé. Là. Mais si on suit au dernier match, là, c'était Antuna et Alvarez qui étaient sur le 11 de départ. Donc, si on enlève Alvarez, on met Pavone en tant qu'ailier droit, là, ça peut très bien le faire. Et Efren Alvarez, là, je crois que ça lui mettrait un peu moins de pression. Il pourrait rentrer en cours de match, lui qui est, on le rappelle, à sa première saison. Là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et je viens de voir en préparant le podcast que les Sounders, qui ont aussi une place de joueur désigné libre, seraient sur Sebastián Cristoforo, uruguayen, qui joue à Fiorentina, 25 ans, vers 2-3 millions de dollars. Donc on va voir si ça se fait aussi. Et ça a tourné un peu notre page Mercato. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Léa? Sinon, on va passer aux Coupes nationales. Pas grand-chose à rajouter. J'espère juste que du côté de l'Impact de Montréal, ils sont en train, parce que je parle souvent de l'Impact, ils sont en train de chercher un attaquant de pointe. Je pense que c'est un des postes prioritaires, mais j'espère aussi qu'ils vont pas bouder le milieu de terrain. Le problème, c'est qu'il y a il y a beaucoup des salaires très élevés pour des joueurs qui les méritent pas. Donc, il va falloir se débarrasser du bois mort. Je sais pas comment ils vont faire, mais ils doivent trouver un moyen de se débarrasser de ces joueurs qui sont grassement payés à rien faire. Donc, voilà. Ouais, et moi, de mon côté, simplement souhaiter la bienvenue à David Accam à Nashville, présentement en prêt à Columbus, mais vraiment hâte de voir s'il va retrouver sa forme d'antan à Nashville la saison prochaine. Oui, j'ai oublié, mais on va commencer sûrement à avoir quelques transferts à Nashville et à Miami. Et d'ailleurs, Austin, lui, devrait être entraîné par Josh Wolf, à ce que j'ai vu, qui est l'assistant de Berhalter à la sélection américaine. Donc, les clubs d'expansion commencent aussi à faire leur shopping. On va commencer maintenant avec la Coupe nationale canadienne, la Voyageurs Cup, le championnat canadien, avec en fait les premières rencontres historiques entre les clubs de Canadian Premier League et leurs homologues des ligues américaines de Major League Soccer et de USL, la deuxième division nord-américaine. On a eu 3 matchs, parce qu'il y avait déjà eu un tour un peu de qualification avec aussi des équipes amateurs, mais là c'était vraiment 3 matchs
qui se sont déroulés la semaine dernière. Il n'y a que Toronto qui entre au prochain tour, mais sinon, là, c'était les Halifax Wanderers contre le Fury d'Ottawa, Cavalry FC, champion de la saison de printemps au niveau de la CanPL contre les Whitecaps, et puis le York 9 FC contre l'Impact. Anthony, on va commencer avec toi, parce que tu avais suivi un petit peu cette compétition justement pour Culture Soccer, parce que le résumé est disponible sur notre site. Est-ce que les clubs de CanPL t'ont impressionné dans l'ensemble sur cette phase? Impressionné, j'irai pas jusque-là. Je crois que c'est surtout les clubs de MLS qui m'ont déçu. En même temps, il était à l'extérieur, mais vraiment, la confrontation CanPL-USL a été magnifique. Les deux clubs, là, ils sont allés sur le terrain pour la victoire et vraiment, ça a été un match, je dirais, un des plus beaux matchs de cette Voyageuse Cup jusqu'à présent. Là, Ottawa est sorti vainqueur 3-2, mais vraiment, c'était beau à voir. Là, du côté d'Ottawa, c'est un joueur pas forcément titulaire d'habitude qui a marqué 2 buts, Thiago, avec le retour de Maxime Tissot que les supporters de l'Impact connaissent très bien. De retour de blessure, il a inscrit son premier but depuis assez longtemps. Donc non, c'était vraiment beau, mais vraiment les 2 matchs, là, les clubs de CanPL ont tenu bon face aux clubs MLS, mais vraiment, les clubs MLS ont été assez décevants et même ça a été des matchs très ennuyants. Je vais laisser la parole à Adi, là, mais vraiment, le match York 9 contre Montréal, j'ai eu la chance de le regarder avec Adi et vraiment, là, on a failli s'endormir choqué parce que vraiment, c'était pas beau à voir. Ouais, effectivement. Je vais juste rappeler les résultats parce que j'ai oublié de les dire. Ottawa a gagné contre Halifax 3-2, le Cavalry Whitecaps 0-0 et York 9 Montréal 2 partout. Et c'est les matchs allés, donc il y aura des matchs retour. Exactement, c'est les matchs allés. Tous les 3 matchs se sont joués chez les équipes de CanPL pour leur donner. C'est toujours comme ça d'habitude. Ils voulaient vraiment donner un certain élan à ces équipes de la CanPL. Bon, pour revenir au match York 9, l'Impact de Montréal, vraiment l'Impact a juste profité d'une énorme erreur sur le premier but qu'ils ont marqué. C'était 2-2. Énorme erreur marqué. Puis Brownie qui se retrouve seul devant une cage complètement vide, déserté par le gardien, sur une passe en retrait d'un joueur adverse. En tout cas, vraiment bizarre pour le premier but. Et puis après, il y a 2 buts magnifiques du côté de York 9, dont un de l'ancien joueur de Toronto, Ryan Telfer, qui est extraordinaire, qui est prêté par Toronto. Et puis le deuxième but de l'Impact de Montréal est venu sur un penalty sur une crampe au cerveau du gardien de York 9. Mais si on parle du contenu du match, York 9 aurait dû se gagner ce match-là peut-être 15 fois sur 20. Là. Donc, c'est dommage. Pour le reste, écoute, Cavalry aurait dû gagner le match contre Vancouver, mais il n'y a pas eu grand-chose dans ce match. Match assez terne. Et puis Ottawa a bien mérité sa victoire à Halifax, même si c'était un beau match à voir, un match plaisant à voir. Mais bon, ces clubs de CanPL, je doute très fort qu'il n'y ait aucun club qui va se qualifier pour le prochain tour. Parce qu'ils ont tous joué leur match à domicile. Donc, tous les 3 se déplacent. Donc, je m'attends à ce que Ottawa, l'Impact et puis les Whitecaps se qualifient lors du prochain tour. Sachant que ça serait à ce moment-là un duel entre les Whitecaps et Montréal et Toronto et Ottawa. Et les matchs autour sont le 24 juillet pour ceux qui veulent suivre un peu tout ça. On va passer à la Coupe nationale américaine, l'US Open Cup, la plus vieille compétition en Amérique du Nord, créée en 1914. Voilà un petit fait sympa que vous pouvez ressortir lors de vos dîners. C'est une des plus vieilles compétitions du monde. Et on a eu les quarts de finale, qui se sont joués. Il restait 2 franchises de USL. Anthony, ta ligue préférée, en FC et le New Mexico United. Je vais juste donner les résultats rapidement avant de parler un petit peu plus en détail de ces matchs, puisqu'on a Atlanta United qui a battu Saint-Louis 2-0. Un match un peu fou entre Orlando et New York City, 1 partout, qui se terminait en tir au but, et c'est Orlando qui passe. Portland qui renverse LAFC à la maison, et Dieu sait que c'est rare, 1-0. Et Minnesota United qui a éliminé le New Mexico United, qui avait fait un très bon parcours jusque-là, 6-1. Anthony, tes 2 clubs USL, Saint-Louis et New Mexico United, qui ont fait quand même une belle prestation lors de cette US Open Cup. Oui, c'est sûr, la porte de sortie du côté de New Mexico est assez sévère. 6-1, mais vraiment, c'est un club qui a très bien débuté la saison, mais malheureusement, est un peu dans
dans le dur récemment. Et vraiment, là, déjà en partant, Minnesota, c'est une très bonne équipe. Donc, j'avais de l'espoir, mais pas tant que ça. Mais vraiment, 6-1, c'est assez sévère pour les hommes de Troy Lessoness. Mais j'ai de la misère à dire son nom. C'est Lessesne. Donc, c'était assez difficile. Mais et du côté de Saint-Louis, là, une très belle lutte face à Atlanta. Là, il perdait 1-0 jusqu'au temps additionnel. Et puis Martinez max sur penalty. Donc, très bon match du côté de Saint-Louis. Là, chapeau à eux, vraiment une belle bataille. Mais vraiment très satisfait des clubs USL et c'était déjà plaisant d'en voir deux encore en quart de finale. Les deux clubs USL ont éliminé des clubs MLS et ça, je crois, c'est déjà positif pour eux. Donc vraiment, il fallait pas s'attendre à en voir en demi, voire en finale. Donc vraiment satisfait du parcours et c'est toujours plaisant de voir quelques équipes de USL faire un long parcours, là. Ouais, parce que New Mexico, ouais, quand même fait tomber Colorado et Dallas, c'est pas mal. Alors que Saint-Louis affrontait Cincinnati, qui est pas vraiment une équipe MLS, qui est un peu à la limite. Donc, les demi-finales, c'est Minnesota, Portland et Orlando, Atlanta. Adi, est-ce que tu as une équipe qui, pour toi, aura plus envie de remporter cette coupe? Moi, je vais juste dire, pour moi, ce serait Minnesota, parce que par rapport à leur nouveau stade, leur investissement énorme sur leur effectif, je pense qu'ils veulent remporter une compétition et l'US Open Cup, voilà, 2 victoires et ils sont champions. Ouais, effectivement. En fait, j'aimerais mentionner deux choses par rapport à ça. En premier, bon, déjà, la magnifique victoire de Portland face à LAFC. On a dit que LAFC survole tout le championnat. Puis Portland s'impose face à LAFC 1-0, puis se qualifie en demi-finale. Donc, c'est quand même un gros exploit à souligner. La deuxième chose, c'est que si on regarde les 4 demi-finalistes, c'est tous des expansions, des équipes d'expansion sur les 4-5 dernières années. C'est quand même intéressant. Tu n'as aucune équipe qui était là en 96 ou même au début des années 80, au début de la MLS qui est là en demi-finale de la US Open Cup. C'est comme quoi ces équipes d'expansion-là sont en train de mettre des moyens quand même assez intéressants pour gagner des titres. On a Atlanta, on a Orlando, on a Minnesota et on a Portland. Portland, je pense que c'était 2015, sa première saison, si je ne me trompe pas. 2011. Il me semble, c'est assez. Ouais, parce que c'est en même temps que Vancouver 2011, il me semble. OK, donc alors Portland comme seul vétéran et même 2011, ça fait juste 8 ans qu'elle est là, donc c'est pas énorme. Le reste sont tous là depuis 3 ou 4 ans, donc 3 ou 4 ans. Donc c'est quand même intéressant de voir ce changement de garde en MLS avec ces nouvelles équipes qui commencent à vraiment espérer à gagner des matchs. Donc, c'est intéressant. Pour toi, qui voudra gagner cette compétition et qui doit la gagner en fait aussi en termes de prestige plus que les autres? Il y en a deux. C'est Minnesota et Orlando. Orlando, parce que depuis qu'elle est là, a fait des investissements extrêmement massifs sans avoir jamais, sans aucune qualification en Coupe MLS, en playoffs. Et je pense qu'il est temps qu'il commence à prendre, à gagner quelque chose. Puis Minnesota, parce que Minnesota, c'est l'année où ils ont lancé, c'est cette année où ils ont lancé leur stade. On savait qu'ils ont commencé très doucement leur parcours en MLS. Et c'est maintenant, ça a toujours été le plan pour que cette année 2019 soit une année de succès. Donc, c'est pour confirmer les investissements aussi massifs que Minnesota a fait cette année avec plusieurs très gros joueurs qui sont venus signer là. Donc, c'est les deux qui ont tout à perdre si jamais ils ne gagnent pas. Tu es d'accord avec ça, Anthony? Oui, vraiment, là, ça serait vraiment sympa d'avoir une finale Minnesota-Orlando. Vraiment pour Orlando, comme a dit Adi, ils n'ont jamais rien gagné et les supporters, je crois qu'ils seraient très contents d'avoir finalement un trophée et surtout une place en Ligue des Champions. Donc vraiment, je crois que pour Orlando, c'est encore plus critique que Minnesota. Vraiment, pauvre équipe a toujours été déçu. Donc, moi, je dirais que c'est encore plus important pour Orlando, surtout pour James O'Connor. Je pense que ça représenterait beaucoup. Vraiment, c'est sa première année complète et s'il réussit à remporter un trophée, là, je crois que les supporters d'Orlando vont l'aimer très longtemps.
Ouais, non, c'est vrai, tu as sûrement raison. Et ce sera le 7 et 8 août, ces demi-finales. Mais en tout cas, les 4 clubs, Orlando, Atlanta, Portland, Minnesota, aucun n'a gagné l'US Open Cup auparavant. Ce dont je suis surpris, je pensais que Portland en avait gagné, pour être honnête. Puisque, voilà, je dis ça, je dis rien, mais Seattle en a 3. Donc, je suis étonné que Portland n'ait jamais gagné ça. Mais on va voir s'ils y arrivent. Donc, 4 équipes qui n'ont jamais gagné la coupe, qui s'affrontent 7 et 8 août pour les demi-finales. Donc il y a un peu de temps et on verra au mercato si certaines de ces équipes s'améliorent aussi. Messieurs, je crois que c'est bon pour les coupes nationales. On va pouvoir passer au dernier sujet de ce podcast. Un sujet qui va être compliqué à débriefer et à résumer parce que la CONCACAF a changé, on part un peu plus international, la CONCACAF, la Fédération nord-américaine de football, a changé son mode de fonctionnement pour la Coupe du Monde 2022. Elle a annoncé une refonte en fait entière du système de qualification. Avant, c'était, on va dire, un tour préliminaire pour les plus petites nations. Et puis ensuite, un tournoi pour délimiter 6 nations qui passait dans un autre tournoi qui s'appelait l'Hexagonal, où dans cet hexagonal se jouaient les qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Cette année, ça sera différent. Les 6 premières nations FIFA s'affronteront pour passer dans l'hexagonal. Et ensuite, toutes les autres feront de la 7e à la 35e autres nations CONCACAF feront un mini-tournoi pour affronter le 4e de cette hexagonale et pour aussi avoir une chance de participer à la Coupe du Monde. Ils feront un tour préliminaire pour la Coupe du Monde. Donc, 3 à l'hexagonale qui sont qualifiés directement et puis le 4e de l'hexagonale contre le gagnant du tournoi avec une vingtaine d'équipes. Adi, tu étais assez critique de ce nouveau format quand il est sorti. Oui, mais c'est ridicule. C'est ridicule. On est en train de voir comme un système un peu féodal, je vais l'appeler comme ça, qui en fait est magnifique pour les équipes qui sont déjà au top de la fédération, de la confédération, pardon. Le problème maintenant, c'est que la confédération de la CONCACAF, on l'a vu durant la Gold Cup, c'est que les petites équipes qui étaient petites essayent et sont en train de réduire l'écart avec les grosses équipes. Donc, au lieu de leur donner une chance de pouvoir se battre pour une place en Coupe du Monde, ils sont en train de réduire leurs chances. Et je vais m'expliquer, parce que beaucoup de monde ne le voit pas comme ça. Les 6 premières équipes, on ne sait pas encore c'est qui vont être les 6 premières équipes dans le classement FIFA parce que on sera juste en juin 2020. Donc, ils ont le temps encore de se rattraper ceux qui sont à la 7e, 8e, 9e, 10e place. Mais en tout cas, ce sera très difficile parce que la Gold Cup a déjà été jouée. J'ai hâte de voir le classement qui sortira demain, le 15 juillet, pour en savoir plus parce que la Gold Cup s'est jouée puis on n'a pas vu le classement mis à jour. Donc, le classement sortira demain. J'ai hâte de voir ce qui va se passer par rapport à ça. Ce que je trouve inacceptable, c'est que ces 6 équipes-là, sur les 6 qualifiées en hex, dans le hex de l'hexagonal, comme tu l'appelles, tu en as 3 qui vont être qualifiées. Donc, en fait, tu as 50% de chances de te qualifier. Tandis que toutes les autres équipes vont devoir passer par un tournoi où ils vont jouer peut-être 4 fois plus de matchs que ces 6 équipes-là. On sait très bien que même s'il y a des équipes qui vont être favorites, comme, je sais pas moi, à date, je pense que le Canada fait pas partie des 6 premiers. À date, ils font pas partie des 6 premiers. Donc, disons que le Canada est favori, ou bien il y en a d'autres. Il y a la Jamaïque qui fait pas partie des 6 premiers. Ah si, la Jamaïque fait partie des 6 premiers. Mais en tout cas, il y en a d'autres bonnes équipes aussi qui font pas partie des 6 premiers. Ils vont devoir se batailler contre des équipes, essayer d'éviter les grosses surprises, essayer d'éviter que David batte Goliath pour enfin arriver à une finale, jouer une finale, pour après jouer contre le 4e du Hex. Donc, en fait, les 6 premières équipes n'ont pas 50% de chance de se qualifier seulement. Non, parce qu'ils ont aussi une d'autres chances. Parce que le 4e peut jouer contre le gagnant de ce mini-tournoi, de cet énorme tournoi-là, et c'est même pas fini. Parce qu'après coup, après avoir remporté la personne qui remporte entre le 4e et le champion de l'autre championnat, il doit jouer un match interconfédération contre une autre fédération pour se qualifier en Coupe du Monde. Donc, c'est comme si tu es en train de dire, OK, tu es 7e, donc excuse-moi, mais tu as juste 3% de chance de qualifier en World Cup. En tout cas, je n'ai pas calculé les pourcents, mais le pourcentage exact, mais il est très, très bas. Très, 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 très bas. Donc, je trouve ça injuste, vraiment injuste. Je vais donner la parole à Anthony avant parce qu'il doit partir. Mais ouais, Anthony, je suis d'accord, ça enlève un peu les chances pour le Canada, mais surtout les autres plus petites nations, Haïti ou Curaçao, de passer en Coupe du Monde ou au moins dans l'hexagonal. Oui, exactement. Je suis complètement d'accord avec Adi. Là, vraiment, le plus absurde, c'est que
pour une fois, on avait une Gold Cup vraiment relevée avec les plus petites nations qui vraiment ont élevé leur jeu d'un cran. Et pour une des premières fois de l'histoire, les petites nations élèvent leur jeu d'un cran. Et pour les remercier, on leur dit, bon, ben, on va prioriser les 6 premiers. C'est complètement absurde. Et je comprends pas la CONCACAF de faire ça maintenant, quand vraiment le niveau a jamais été aussi bon. On aurait eu des excellents matchs entre des plus petites nations et des grosses. Par exemple, si on suit à la Gold Cup, un États-Unis-Curaçao qui finit 1-0, un Mexique-Haïti qui finit 1-0. Dans cette qualification-là, on aurait pu voir des matchs comme ça, mais finalement, la Gold Cup a décidé de prioriser les gros et les gros vont avoir moins peur. Et c'est ça qui est décevant. On ne pourra pas voir de belles histoires parce que, comme a dit, si on veut voir une belle histoire, il y a 3% de chance d'avoir une belle histoire peut-être. Donc, c'est n'importe quoi. Et je crois que le Mexique, les États-Unis et les autres grosses nations ont eu peur et ont demandé à la CONCACAF, non, je blague, là, mais vraiment, non, c'est complètement absurde de faire ça maintenant. Et puis, comme le disait un article de Lucas Imposé, il y a un autre souci, c'est que maintenant, pour essayer d'arriver dans l'Ex, donc il faut avoir un bon point FIFA, un bon classement FIFA, pardon, et donc engranger des points FIFA pendant la Ligue des Nations. Mais là où le Canada va devoir affronter, par exemple, les États-Unis, là où le Curaçao va devoir affronter le Costa Rica ou Haïti, au Panama, au Mexique, par exemple, le Salvador et le Jamaïque, eux, seront en Ligue B et donc auront des points FIFA beaucoup plus faciles puisqu'ils vont affronter Sainte-Lucie, Aruba ou Antigua et Barbuda. Donc, ça va être beaucoup plus simple pour ces nations-là de passer d'engranger les points FIFA. On est d'accord, Adi? Oui, effectivement, et c'est ça qui est encore pire, c'est que j'espère qu'il y a une certaine façon dans le calcul FIFA qui fait en sorte que remporter des matchs en étant dans la Ligue B, ça donne moins de points que remporter des matchs quand tu es en Ligue A. Parce que sinon, écoute, je pense que le Canada devra descendre en Ligue B pour se faire plus de points, pour se qualifier plus simplement. Donc, ça va contre toute la logique du sport. Mais toute la logique est complètement chambardée à cause de ça. Bref, en tout cas, c'est pas une question juste du Canada. Je veux que le monde comprenne. C'est pas juste, oui, c'est vrai que je suis affecté parce que c'est le Canada, parce que c'est mon pays. Mais d'un autre côté, c'est une question de parité et de donner la chance à toutes les équipes de pouvoir faire cette Coupe du Monde. On le voit en Europe. Je suis désolé, en Europe, pour une qualification en Coupe du Monde, ben, c'est très simple. C'est des groupes. Les petites, les grandes, les moyennes, toutes les équipes ont chacun une même chance de se qualifier en Coupe du Monde. En Asie, c'est beaucoup plus compliqué aussi. C'est pas très équitable, mais au moins il y a une chance pour toutes ces équipes-là. C'est juste des matchs aller-retour pour les petites équipes pour se qualifier lors de la phase finale. Après, le troisième tour, et puis après, chacun a sa chance. Il y a juste en CONCACAF où il n'y a pas une chance à tout le monde. Comment la FIFA a accepté ça? La FIFA ne doit pas accepter ça. Et par contre, je me souviens que les points FIFA sont calculés aussi par rapport au niveau de tes adversaires. Donc voilà, même ils auront moins de points FIFA en gagnant, mais contre par exemple Sainte-Lucie, mais ils auront quand même plus de points FIFA que si on perd, que si par exemple Haïti perd face au Costa Rica. Donc voilà. Et bien sur ce, ouais, ça va conclure un petit peu. Je sais pas si il y a quelque chose à rajouter là-dessus. Non, tout est parfait. Très intéressant. Il y avait beaucoup de sujets à parler, mais très intéressant. Anthony, merci beaucoup et Adi aussi d'avoir été là avec nous. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Merci à tous de nous avoir suivis pendant ce podcast. Dites-nous si vous aimez bien ce genre d'émission où il y a pas mal de petits sujets comme ça, parce qu'on tente un petit peu là cette fois. Mais on va essayer de vous réserver plein de surprises pour le mois d'août. Restez sur notre site, on a plein d'articles qui sortent pendant l'été. Récemment, un super article d'Anthony par exemple sur Indy 11, ce club mythique de 2e division, mais aussi les résumés de tournois comme d'habitude et les podcasts qui continueront un petit peu pendant l'été. Merci à tous et on se retrouve idéalement la semaine prochaine. Ciao!